Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Prendre une séparation conjugale comme un nouveau départ éducatif, c'est ce que propose en quelque sorte notre invité dans son dernier ouvrage pour apprendre à mieux gérer la réorganisation après une séparation. Ce sera en première partie de notre émission. Quelles sont les pratiques alimentaires de nos concitoyens? Quelles sont les idées reçues autour de l'alimentation? Eh bien, c'est le thème de cette seconde partie d'émission. On en discutera avec Michel Dubois, il est directeur de recherche au CNRS. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde nous parlera de la tendance Skinny Talk, ode à la minceur sur les réseaux. Mais avant cela, place à l'actu d'éducation avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Il souhaite protéger les jeunes de sa commune menacée par les rixes de bandes rivales en instaurant un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Je parle du maire de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Oui, à partir de samedi de 22h à 6h du matin, les jeunes de moins de 13 ans ne pourront plus circuler dans les rues de Viry-Châtillon. Le couvre-feu concerne 4 zones et sera effectif jusqu'au 31 octobre. Pas de volonté de stigmatiser les jeunes selon le maire centriste Jean-Marie Villain, plutôt une inquiétude et du bon sens. Écoutez. Il ne s'agit là que d'une mesure de protection et de prévention vis-à-vis d'enfants très jeunes à qui il pourrait arriver tout et n'importe quoi s'ils sont tout seuls dans la rue à partir de 22h. Ce sont également les parents que le maire souhaite alerter avec cet arrêté municipal. Ils sont peut-être parfois un peu dépassés, parfois ils sont seuls, c'est aussi souvent des familles monoparentales. J'ai pas du tout l'intention de mettre une amende, mais plutôt les alerter sur le fait que laisser les enfants comme ça, c'est pas la meilleure des choses. Il faut rappeler que la ville de Viry-Châtillon reste fortement marquée par la mort de Chemseddine, cet adolescent de 15 ans passé à tabac près de son collège par 3 mineurs et un majeur. C'était l'année dernière. Sinon, le maire indique ne pas avoir de chiffres concernant les délits commis par des mineurs de moins de 13 ans dans les rues de sa commune. Aussi pour les élus de l'opposition, cet arrêté municipal ne repose pas sur des faits assez objectifs. Aurélien Péroumal est conseiller municipal de la ville. On l'écoute. Tout repose sur le sentiment d'insécurité et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de sentiment d'insécurité plus que de l'insécurité elle-même et ça c'est un vrai problème. À noter que ce couvre-feu n'est pas nouveau depuis 2017. Il est déjà mis en place pendant l'été à Viry-Châtillon. Alors avec ce nouvel arrêté, il tend à se généraliser pour renforcer la tranquillité publique. Dans le reste de l'actualité, c'est le début d'un MeToo de l'art contemporain qui brise une omerta autour de l'artiste plasticien Claude Lévesque, 72 ans, et il est accusé de pédophilie. Oui, et le journal Libération analyse le système Lévesque dans une grande enquête en 3 parties. Une enquête publiée hier. Plusieurs hommes abusés par cette icône de l'art contemporain, représentée dans les plus grandes galeries françaises, témoignent et dénoncent pour la première fois des faits non prescrits, ce qui ouvre la possibilité d'un procès. Leurs histoires révèlent un mode opératoire bien rodé, un système qui piège des familles entières, des fratries, des parents aussi, souvent détruits par la culpabilité. Un système d'emprise, comme le décrit Armand, une des victimes. Pour nous, c'est comme sortir d'une secte, se libérer d'un gourou. On a été manipulé et c'est presque plus fort que le souvenir des abus sexuels. En 2019, une première plainte a mis fin au silence, celle du sculpteur Laurent Follon qui a dénoncé des abus sexuels qu'il a subis quand il avait entre 10 et 17 ans. 4 ans plus tard, le 31 mars 2023, Claude Lévesque a été mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Une enquête judiciaire est en cours. Aux États-Unis, le face-à-face continue entre Donald Trump et l'université d'Harvard. Une université devenue le symbole de l'offensive menée par le président Trump contre les campus américains qu'il accuse de cultiver le wokisme. 2 jours après avoir coupé plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales à Harvard, Donald Trump brandit une nouvelle menace. Maintenant, il veut interdire l'accueil d'étudiants étrangers, de quoi inquiéter les présidents d'universités et de grandes écoles en France, car oui, ce sont chaque année des milliers de Français, de jeunes Français qui partent étudier aux États-Unis. Audencia, cette grande école de commerce à Nantes, pourrait voir son partenariat avec Harvard compromis. Écoutez son président Sébastien Tran. Le risque majeur pour nous, c'est peut-être de remettre en cause de la part de nos partenaires américains des partenariats qui effectivement permettent de la mobilité académique de nos étudiants sous condition de suivre certains types de cours, alors que l'idée étant plutôt que quand on envoie nous nos étudiants dans le monde,
c'est aussi pour avoir le choix finalement de suivre un panel très large de cours, notamment aux États-Unis, chez nos partenaires. Au total, ce sont une dizaine d'universités qui sont dans le viseur de Donald Trump. Princeton et Columbia pourraient aussi être visées par des coupes budgétaires. Mais pour l'heure, les programmes internationaux ne sont ni annulés ni restreints. Cette décision du géant de la tech américain Google, en revanche, est ferme et définitive. On ne pourra bientôt plus évaluer les établissements scolaires sur son application Maps. Des contributions nuisibles hors sujet. L'entreprise Google désactivera les notes et les avis des établissements d'enseignement général du monde entier dès la fin du mois d'avril. Une bonne nouvelle pour le ministère de l'Éducation. Cette mesure protégera davantage l'éducation et le personnel. Selon lui, bonne nouvelle également du côté des syndicats pour la secrétaire générale du SNES-FSU, Sophie Vénétité. C'était devenu un défouloir, un lieu de règlement de compte pour certains élèves ou parents de manière publique. Le déploiement de cette désactivation devrait prendre plusieurs semaines selon Google. Les avis ainsi que les notes déjà existants seront aussi supprimés. On termine avec les jobs d'été. Alors oui, on est en avril, mais pour en trouver, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Et des forums d'emploi se déroulent d'ailleurs un peu partout en France en ce moment, comme à Amiens par exemple. Le Centre régional d'information jeunesse des Hauts-de-France organise des sessions de recrutement à l'espace d'Ewailly, histoire de donner un coup de pouce à tous ces jeunes qui, malgré beaucoup de volonté, peinent à se faire embaucher. On leur demande souvent une première expérience professionnelle, comme Lucie, étudiante. Elle était au micro d'Ici Picardie ce matin. Écoutez. On nous demande directement d'être expert en la matière. En fait, ils prennent pas de débutants. C'est-à-dire que moi, si je veux être hôtesse de caisse, c'est direct. Il faut que vous ayez 2 ans d'expérience. Sauf que s'ils prennent que des gens qui ont de l'expérience, forcément, les jeunes comme nous qui veulent avoir des emplois, c'est un peu plus compliqué, quoi. Enfin, moi, en fac de droit, je suis pas hôtesse de caisse tous les jours, quoi. Sinon, beaucoup de jeunes, comme Florent, étudiant à la faculté de géographie, sont confrontés tout simplement à l'absence de réponse. C'est un peu compliqué pour moi pour réussir à trouver un job d'été car je fais pas mal de demandes en ligne. Malheureusement, ça aboutit pas forcément de quelque chose de concret. Donc je me dis que tenter ma chance en venant directement auprès des offres d'emploi pourrait m'apporter un plus. Les employeurs, on a un échange avec eux plus concret, contrairement à simplement un jeu de questions-réponses avec des emails. Donc je me dis que oui, ça peut être une réelle chance de pouvoir aller concrètement auprès de la personne et pouvoir postuler directement. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie ou de votre école pour connaître les dates des forums d'emploi près de chez vous et notez que ce sont les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et de l'animation qui recrutent le plus. Alors à vos CV et n'abusez pas trop de ChatGPT, les recruteurs le remarquent. Merci beaucoup Shirley. Comment repenser le modèle parental suite à une séparation dans un couple? L'experte en parentalité Noémie Kenkins-Sonigo propose des clés pour penser cette famille à réinventer alors que près de 3 enfants sur 10 vivent avec un seul de leurs parents aujourd'hui en France. On en parle tout de suite avec elle sur le plateau du Grand JT. Bonjour Noémie Kenkins-Sonigo. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Vous êtes spécialiste en parentalité, autrice de ce livre Parents séparés, familles réinventées aux éditions Vuibert. Vous êtes également la fondatrice de l'application Team Parents. Merci d'être là. Donc parents séparés, familles réinventées, car selon vous, il faut réinventer clairement le modèle qui, dans la majeure partie des cas, avouons-le, est un peu toujours le même, à savoir les enfants chez la mère et le père un week-end sur 2. Oui, c'est encore un peu le cas, non? Oui, bien sûr. Alors, réinventer, c'est réinventer le modèle, se réinventer soi, réinventer son lien à ses enfants. On peut réinventer plein de choses à l'occasion d'une séparation. Les chiffres le prouvent clairement. Un enfant sur 7 ayant des parents séparés vit en garde alternée, ce qui est quand même assez peu. Ouais. On rappelle que la garde alternée, donc c'est une semaine sur 2, le classique. Pourquoi, selon vous? Trop de préoccupations? Trop cher aussi? Alors pour plein de raisons, on regarde sociologiquement, effectivement la résidence alternée, ça plafonne à 11-12%. Il y a plein de raisons qui font ça. D'abord, effectivement, c'est plutôt une solution de riches. C'est-à-dire quand on regarde sociologiquement, les familles qui sont en résidence alternée, c'est plutôt des familles citadines, avec des parents qui s'entendent plutôt bien après la séparation, de CSP+, qui travaillent en général, non ? Qui travaillent, effectivement. Et des situations dans lesquelles, avant la séparation, les 2 parents étaient déjà bien impliqués dans la vie des enfants, etc. Donc c'est plutôt quand même pas la majorité. Donc on plafonne un peu. Et puis il y a aussi une question d'âge des enfants.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de courbe comme ça. Les ados aiment pas trop les résidences alternées. Ils aiment bien avoir un chez eux. Et ils n'aiment pas trop vagabonder d'une maison à l'autre, en règle générale, tout ça, et il y a des situations particulières. Et les très jeunes enfants, en dessous de 6-7 ans, on fait aussi peu de résidences alternées. Il y a des espèces de désaccords un peu théoriques sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, en fonction du besoin d'attachement et de stabilité de l'enfant. Donc, qu'est-ce qui est recommandé d'ailleurs par à la fois les pédiatres, les médecins et puis même effectivement l'avocate que vous avez été, je le rappelle, pendant de nombreuses années dans le droit de la famille, il est recommandé souvent d'avoir toujours la même résidence pour un jeune enfant, un bébé en bas âge? Alors, il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. Ah, c'est aussi une raison, non? C'est aussi une raison. Et d'ailleurs, le Code civil est fidèle à ça. C'est-à-dire que le Code civil, l'organisation de la vie des enfants après la séparation doit être faite en fonction de l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, il y a un intérêt par enfant. On ne peut pas dire c'est toujours de l'intérêt de l'enfant d'être en résidence alternée ou jamais. Ça va dépendre. Ce qu'on sait aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de recherches dans les pays anglo-saxons surtout, on a un peu de retard en France, sur ce qui va avoir un impact sur le bien-être de l'enfant après la séparation, c'est plusieurs facteurs. Le premier facteur massif, c'est la précarité. Le deuxième, c'est le niveau de conflit entre les parents. Et le troisième, c'est l'implication des deux parents dans la vie de l'enfant. Mais pas forcément en nombre de jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des parents très impliqués tous les deux dans la vie de l'enfant, avec une résidence classique, un week-end sur 2, etc. Donc c'est pas tellement une question de nombre de jours avec les parents. C'est pas ça qui va forcément avoir un impact hyper fort sur comment va l'enfant. Mais alors effectivement, vous le dites, il faut bien s'entendre. Dans une garde alternée, c'est encore plus compliqué parce qu'en fait, les échanges sont permanents. En organisation, pour l'école, comment on gère chaque semaine. Ouais. Enfin, ça, c'est sûr que le conflit entre les parents, c'est souvent un argument qui va militer contre la résidence alternée. Parce qu'en fait, les vies des parents vont être imbriquées 100%. Il n'y en a pas un qui est responsable de la scolarité et l'autre qui va être en annexe de la vie des enfants. Les deux parents vont être très impliqués. Donc, quand on communique très mal et qu'on est très en conflit, l'enfant va être, on dit, triangulé dans le conflit des parents en permanence. Et dans une résidence alternée, ça multiplie les occasions de conflit. Donc c'est plus compliqué. On a l'impression que c'est une concertation qui se fait vraiment entre parents, mais est-ce que quelque part, par exemple pour un enfant qui aurait 4-5 ans ou même voire 12-15 ans, on pourrait lui poser cette question, qu'est-ce que tu préfères? Eh bien, la loi nous oblige à lui poser la question. C'est-à-dire qu'on est... c'est une obligation qui vient de la Convention de New York sur les droits de l'enfant. Normalement, chaque décision importante dans la vie de l'enfant doit être prise en fonction de la volonté exprimée par l'enfant. En tout cas, on doit donner l'occasion à l'enfant d'avoir la parole dans ces choix-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'enfant qui décide, parce que c'est une grosse responsabilité sur les épaules d'un enfant de dire « je vais être avec papa, avec maman ou avec les deux, etc. » Mais effectivement, et de plus en plus, on fait des auditions de l'enfant dans le cadre judiciaire, mais aussi parfois dans le cadre amiable, c'est-à-dire qu'on peut faire une audition amiable avec des gens qui sont formés spécialement pour ça. Ça s'appelle des auditeurs d'enfants, pour essayer d'aider l'enfant à exprimer ce qu'il souhaite et quels sont ses besoins à lui ou à elle, à l'enfant. Mais un enfant pourrait dire, dans le cas où ça se passe bien, je ne parle pas évidemment dans les cas de violence, mais dans le cas où ça se passe bien, a priori avec les parents, tout est à peu près normal, un enfant pourrait dire, je préfère quand même être avec papa qu'avec maman, bien ou sûr. L'inverse, peu importe. Enfin, oui. Il aurait pas cette délicatesse, ou en tout cas non-volonté de se dire « oh là là, je veux surtout pas dire de mauvaises choses ». Alors, bien sûr, il y a plein d'enjeux qui sont liés au conflit de loyauté, puis à la peine qu'on a pour l'un ou pour l'autre, pour le parent qui est le plus en fragilité. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialement formés pour ça, pour savoir écouter l'enfant, lui donner la parole, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que c'est lui qui décide. C'est-à-dire qu'on est censé entourer l'enfant de professionnels qui vont l'aider à exprimer ses besoins et qui vont aussi lui expliquer pourquoi on prend telle décision, malgré ce qu'il a dit ou ce qu'il a exprimé. Quand on parle de garde alternée, on met à l'inverse de la garde dite traditionnelle. Et ce mot, il n'est pas anodin. On va revenir là-dessus parce que finalement, quand on sait que plus de 80% des familles monoparentales ont une femme à leur tête, eh bien, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si c'est une sorte de déséquilibre structurel de la société? C'est un déséquilibre structurel, bien sûr. C'est des inégalités dans... les charges familiales, dans la question de savoir qui assume les charges familiales, qui vont s'aggraver avant l'arrivée du premier, du second, du troisième, au moment de la séparation, après la séparation. Et souvent, ça ne fait que s'aggraver au fil du temps. Et il y a des cas dans lesquels la séparation va rééquilibrer les choses, parce qu'il y a un parent qui va se révéler au moment de la séparation, mais c'est quand même pas la plus grande partie. Mais effectivement, on sait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une femme sur 3 ou sur 4 qui... a un changement dans sa vie professionnelle quand l'enfant arrive.
et qui va se mettre à temps partiel, un congé parental, etc. Et il y a beaucoup moins d'hommes encore, même si l'écart se réduit un petit peu, mais très lentement. Et donc, de facto, dans la vie de famille, c'est plus les mères qui s'occupent des enfants que les pères. Et donc, au moment de la séparation, cet écart, il se creuse encore un petit peu plus. Parents séparés, famille réinventée. Donc je rappelle le titre de ce livre. Pour l'écrire, vous êtes forcément inspiré. Je le disais, je crois que c'est 12 années dans votre ancien métier en tant qu'avocate en tant droit de la famille. Et puis aussi avec l'application Team Parents. Donc beaucoup de partages, beaucoup de témoignages, évidemment, pour avoir les clés, peut-être, sur le plan psychologique, mais sur le plan aussi juridique, forcément. Car finalement, ce livre, on l'achète une fois qu'on est séparés, mais peut-être qu'on l'achète aussi quand on se pose la question de la séparation. Alors nous, on recommande de l'acheter le plus tôt possible. Et c'est aussi... Le plus tôt possible, dire avant de se marier. Alors peut-être pas. On dirait plus félicitations, mais mes condoléances. Je t'offre ce livre. Non, mais encore que, plus on est préparé à une séparation, et plus on est préparé et informé sur ses droits, ses devoirs, et plus on est équilibré aussi dans son couple et dans sa vie actuelle. En fait, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a construit l'application Team Parents. L'objectif, c'est de donner les informations clés le plus tôt possible, plutôt que de laisser des personnes s'enfermer dans des logiques qui vont être violentes ou toxiques ou difficiles et laisser une empreinte très inégalitaire ou très difficile dans une vie de famille qui est difficile après de rétablir. Et donc, effectivement, le livre, il est en 4 parties. Et la première partie, c'est la période de la prise de décision. Est-ce que je me sépare ou pas? Est-ce que je reste pour les enfants? Est-ce que je pars pour les enfants? Est-ce que j'arrive à faire le tri sur est-ce que c'est moi qui vais mal? Est-ce que c'est notre couple? Nos enfants, comment ils vont? Est-ce que le problème c'est le couple? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est d'autres choses qui vont venir polluer le sentiment que j'ai sur mon couple? Et quelles vont être mes forces et mes faiblesses si jamais je décide de me séparer? Quels sont mes droits, mes obligations, etc. Mes prérogatives? Est-ce que j'ai le droit de quitter le domicile conjugal? Est-ce que je suis chez moi? Est-ce qu'il a le droit de me virer de chez moi? Est-ce que je pourrais avoir une pension? Toutes ces questions-là qu'on se pose dans un espèce de flou avec le quotidien, en plus. Oui, bien sûr. Donc, on ne se les pose pas en permanence, mais pas à une table de réunion avec le plus et le moins. Et nous, on incite à rationaliser cette prise de décision. Pour se préparer au pire, mais aussi au meilleur. Mais aussi au meilleur. Il peut y avoir du bon aussi. On peut se réinventer. Oui, exactement. Voilà, une famille réinventée ou alors tout simplement une personne réinventée. Exactement. Parce que là, on pense famille, parce qu'effectivement, il y a les enfants qui sont en jeu, si je puis dire, mais il y a aussi tout simplement soi. Reprendre goût à soi, à la vie, confiance. Exactement, se redécouvrir, se reconnecter à des identités qu'on avait avant sa vie de famille, se remettre à chanter, j'en sais rien, redécouvrir des identités qu'on avait en soi et avec lesquelles on peut se reconnecter différemment après la séparation. Et du coup, vous l'avez pensé de manière chronologique, ce qui est un peu étonnant, parce que normalement, on a plein de grandes thématiques et puis on y trouve ce qu'on veut, puis là, on se dit, en fait, ça va se passer comme ça, quoi. C'est de la chronologie. Alors, a priori, voilà ce qui m'attend. Alors, c'est un peu transversal. C'est-à-dire qu'il y a du juridique, du psycho, il y a un focus sur les violences conjugales à chaque étape, mais effectivement, il y a 4 grandes étapes. C'est la prise de décision, qui peut prendre du temps, les premières actions. Qu'est-ce que je fais en premier? Je trouve un avocat, je trouve un psy, je déménage. Ou un amant. Ou un amant. Alors, effectivement, on ne l'aborde pas dans cette étape-là. Ouais. Ensuite, la séparation en elle-même, tous les enjeux vraiment procéduraux, juridiques. Et puis la vie d'après. Et l'amant, il est plutôt là. Nous, on l'a placé là, mais il n'y a pas de jugement. Chacun fait comme il veut et comme il peut. Et la vie d'après, comment on soutient les enfants dans l'après pour qu'ils aillent au mieux possible, comment on se réinvente à ce moment-là, soi personnellement, etc. Les clés sur le plan juridique, on en a parlé, les clés sur le plan psychologique sont évidemment essentielles. Et là, se faire accompagner, et souvent, c'est un budget, il faut pouvoir le faire. Est-ce que d'ailleurs, vous apportez des clés aussi pour ça, pour pouvoir trouver des solutions quand on n'a pas les moyens, parce qu'on sait combien c'est important? Il y a de plus en plus de dispositifs, il y a des CMP qui permettent d'accompagner les enfants et les ados. Alors, il y a malheureusement des délais d'attente qui sont importants, mais il y a quand même des dispositifs qui existent. Il y a des groupes de parole, il y a des associations, il y a le dispositif Mon Parcours Psy qui permet d'avoir certaines consultations gratuitement. Mais effectivement, choisir un bon psy, choisir un bon avocat, ça fait partie des premières actions qui sont importantes pour être bien entouré. Est-ce qu'on voit encore la séparation d'un couple comme un malheur? Souvent encore. Parce que ça réveille en soi plein de choses de l'ordre de la culture, des attentes de la société, puis des attentes à soi aussi, de ce qu'on a construit. On a l'impression qu'on est en train de détruire quelque chose qu'on a construit. Et puis voilà, nous, on essaie d'apporter une autre vision, sans jugement sur les décisions qui sont prises, mais essayer d'en tirer le plus beau. Voilà.
Comment accompagner au mieux les enfants pendant toute cette période ? Alors, comment accompagner au mieux chaque enfant est différent. Et puis, on fait... Déjà, le premier conseil, c'est d'être indulgent avec soi-même. On fait comme on peut. Comme on peut. Parce que c'est difficile aussi pour soi. Mais voilà. Est-ce que justement, par le biais du on fait comme on peut, c'est important aussi de dire, écoute, moi aussi, je ne suis pas forcément bien, j'ai des questionnements aussi, mais je t'assure, je t'aime, je suis là pour toi. Dire aussi à son enfant qu'on est... C'est une période pas facile. Mais bien sûr, de toute façon, les enfants, ils le voient. On dit souvent, nous, on voit à la seconde où notre enfant a un souci, on s'en rend compte. Mais les enfants aussi, ils voient quand on n'est pas bien. Et donc, le conseil, c'est d'être à l'écoute, de dire à nos enfants, tu as le droit de ne pas content, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de poser des questions à moi ou à quelqu'un d'autre. Et identifier avec l'enfant un tiers de confiance, qui peut être un grand-parent, un psy, prof de karaté, j'en sais rien. Et puis, le deuxième conseil, c'est de prendre soin de soi. Parce que plus on va être équilibré émotionnellement, et mieux on pourra accompagner notre enfant. Et troisième grand conseil, si on doit résumer, c'est d'essayer d'enlever l'enfant du conflit et de ne pas le placer au milieu du conflit des parents le plus possible. On sait que c'est difficile, mais on peut y arriver. On a parlé effectivement d'une famille réinventée. L'idée de rester en fait une équipe harmonieuse autour de l'enfant, c'est-à-dire se dire voilà, on est séparés. On a eu des moments où on avait envie de se dire les termes les plus horribles. Maintenant, on a passé un certain cap. Est-ce que c'est ça qu'il faut réussir, si je puis dire, à réussir son divorce, quoi ? Oui, alors. Encore une fois, je parlais des recherches en début de cette discussion. On sait aujourd'hui que le niveau de conflit entre les parents, ça a un impact hyper fort sur les enfants, de l'ordre du traumatisme. Et ça, on peut travailler dessus. Mais même les parents ensemble, c'est-à-dire que séparés ou ensemble. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un enfant qui vit dans un couple non séparé, mais avec des enfants avec un très haut niveau de conflit, il va en souffrir énormément, beaucoup plus qu'un enfant avec des parents séparés, mais qui s'entendent plutôt bien. Et donc oui, c'est important de le travailler. On peut le travailler même quand en face, on a quelqu'un qui joue pas le jeu. C'est-à-dire qu'on peut soit se faire accompagner seul pour prendre de la hauteur, pas rentrer dans le mauvais jeu du conflit et essayer d'enlever l'enfant, de le tenir à l'écart du conflit. Il y a des choses à faire. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont formés pour accompagner sur ces thématiques-là. Et c'est vrai que les enfants en tirent un vrai bénéfice. Et ce que vous dites, vous revenez souvent dessus, mais c'est que finalement, une vie de parents séparés nécessite des exigences. Il faut être extrêmement exigeant. Oui, et puis il faut essayer de, à la fois exigeant et à la fois indulgent avec soi-même. Encore une fois, dans la vie de parent, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, mais essayer d'être à l'écoute. C'est compliqué d'être parent et d'être parent séparé encore plus. Il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute de son enfant, à l'écoute de son nouveau conjoint, dont la place est quand même pas aisée quand on débarque après une séparation. Et donc essayer d'être à l'écoute. Et pour pouvoir être dans une parentalité exigeante, en fait, il faut se faire bien accompagner, bien entourer, faire le tri autour de soi des gens qui ont une présence bienveillante et puis des autres avec qui on peut prendre un peu de distance pendant cette période-là pour avoir des bonnes ondes autour de soi pendant cette période-là. Aujourd'hui, vous savez à peu près combien de familles sont séparées, en pourcentage ? Alors en pourcentage, c'est un tiers ou entre un quart et un tiers des familles françaises. Donc que l'on retrouve à l'école forcément. Bien sûr. Que l'école est de plus en plus réceptive, si je puis dire, et compréhensive lors de l'apparition de traumas ou d'angoisse chez les enfants. Ouais. Il y a à peu près 400 000 enfants qui voient la séparation de leurs parents chaque année en France. Donc les écoles, elles ont l'habitude de voir effectivement, cette année c'est un tel, cette année c'est un tel. Ils ont l'habitude de savoir accompagner les enfants. Alors ils sont pas toujours hyper formés, puis ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire ça, mais bon, c'est moins stigmatisé, moins rare que dans notre enfance à nous, où c'était un peu plus atypique, on va dire. Là, on peut plus dire famille normale et famille. Voilà, il y a plein de schémas familiaux et les écoles commencent à être un petit peu habituées à ça. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, Noémie Kenkin-Sonigo. Parents séparés, famille réinventée aux éditions Vuibert par l'experte en droit de la famille, fondatrice de Team Parents. Voilà, vous avez plein d'infos aussi sur cette application et surtout plein de témoignages. C'est toujours sympa d'avoir les autres qui vous parlent aussi de ces moments pas faciles ou plutôt réussis parce que ça arrive aussi d'être très heureuse après une séparation. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne.
En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux. Et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT, je suis ravie d'accueillir Michel Dubois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à nouveau sur ce grand JT. Vous êtes directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, autrement dit CNRS. Merci d'être là. On va parler du baromètre de l'esprit critique. Cette année, on s'est concentré sur l'alimentation. L'alimentation des Français. Alors, tout est une question d'information, de source d'information, comme dans tout d'ailleurs. On en a parlé ici ensemble. Bien sûr, pour l'esprit critique de manière générale, on y viendra pour la vision des sciences, que les Français ont de la science et des sources d'informations vis-à-vis des sciences en général. Mais là, l'alimentation. Et alors franchement j'apprends, parce que ce sondage OpinionWay, j'ai bien regardé, je me suis dit, mais qui a fait ce sondage ? 3 Français sur 4 font attention à l'équilibre de leur repas. C'est un mensonge ou pas ? C'est une enquête déclarative, donc il faut prendre ça forcément avec un petit peu de recul. Comme dans toutes ces enquêtes déclaratives, il y a ce que les gens pensent être désirable du point de vue de l'expression, et puis après, il y a bien sûr l'analyse qu'on peut faire de ces déclarations. Ils intègrent même, 8 Français sur 10 intègrent même les fruits et les légumes dans leur repas, dans tout leur repas. Donc oui. Franchement, vous y croyez à cette déclaration ? Je pense que ça correspond sans doute à des attentes. Il faut le lire sans doute comme quelque chose qui est désirable. Quelque chose qu'on a une sorte d'objectif, et puis après il y a plein de contraintes, donc il y a des aspirations. Moi, quand je regarde tous ces résultats qui sont parfois un petit peu contradictoires, on voit bien qu'il y a quand même une aspiration à bien manger, à faire attention à soi. Il y a aussi un goût pour la cuisine, pour le fait de cuisiner soi-même, qui est exprimé de façon très majoritaire, que ce soit chez les plus jeunes ou dans un panel standard. Oui, en effet, 72% effectivement des Français disent qu'ils aiment cuisiner. 72%. Oui. Oui, tout à fait. C'est 7 enquêtés sur 10, à peu de choses près. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui est finalement assez consensuel. Ça veut dire que du point de vue de nos valeurs, du point de vue d'un panel qui est assez standard, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les 18-65 et plus, tout le monde finalement se retrouve dans cette idée que l'alimentation c'est important et qu'il faut apprendre à bien, à bien manger pour soi, pour sa santé, pour différentes raisons. Mais c'est quelque chose de consensuel. Et après, une fois qu'on a dit ça, il y a tout ce qui va venir finalement contrer, qui va venir ralentir ou venir être un frein par rapport à ça, parce qu'on voit que même en particulier chez les plus jeunes, on voit que s'ils sont à peu près 7 sur 10 à vouloir bien manger, ils sont aussi 5 sur 10 toutes les semaines à acheter des plats qui sont faits, qu'ils ne font pas eux-mêmes. Mais pourquoi justement ? Parce que moins cher, a priori ?
Oui, ça c'est effectivement les critères. Il y a tout un ensemble de questions sur les raisons pour lesquelles on fait un choix d'alimentation. Donc le critère de prix est forcément un critère évident, attendu, et voilà, c'est le critère essentiel. Après, il y a la question du goût, il y a la question de la saisonnalité. Et puis, si on descend progressivement, il y a des informations aussi qui sont importantes. Donc il y a aujourd'hui tout un enjeu autour du Nutri-Score pour essayer un petit peu de normaliser aussi l'information autour de ce qu'il y a dans les aliments. Parlons-en de son Nutri-Score. Oui. C'est formidable que vous l'évoquiez justement, parce qu'il y a toute une question qui se pose sur par exemple, si on prend, je sais pas moi, un fromage, un reblochon, dont on dit qu'il est gras, par exemple, et qu'il soit fermier. Le Nutri-Score est a priori pas... enfin, ça dépend du point de vue dans lequel on se passe, mais pas terrible. Et pour autant, ça dépend de la quantité de ce qu'on mange par rapport à ce fameux reblochon, sur un plat qui serait soi-disant préparé, tout fait, mais qui pourrait être plein de, je sais pas, additifs ou autres choses pas terribles. Oui, bien entendu. Comment on doit voir ce Nutri-Score ? C'est un élément d'information qui décrit quelque chose qui relève des caractéristiques de l'aliment qu'on a devant soi. Il est évident que l'usage qu'on fait de cet aliment, si on en mange de façon excessive, forcément, c'est un élément aussi au moins important que la qualité même du produit. Donc tout ça est forcément à pondérer, et tout ça est à regarder un petit peu par rapport à l'ensemble des pratiques alimentaires des personnes qu'on a en face de nous. Mais toujours est-il que ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un critère qui est fondamental, qui est celui simplement du capital, enfin, grosso modo du budget qu'on est capable également de mobiliser pour l'alimentation, et pour les plus jeunes, c'est sans doute un élément particulièrement important par rapport aux personnes plus âgées. Oui, exactement. Et alors, ce qui en fait ressort chez les Français dans leur choix des produits alimentaires, bon, on l'a dit, le prix, bien évidemment, au tout début, mais effectivement, les critères nutritionnels à 49%. Donc, ça veut dire quand même c'est un Français sur deux. C'est absolument énorme. Mais ça l'est encore plus parce que là, c'est chez les 60%, chez les moins de 35 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit clairement que si on doit faire attention à sa santé, on commence d'abord à le faire sur l'alimentation. Oui, et c'est vrai que ça, on fait attention effectivement à son alimentation pour différentes raisons, pour des raisons de santé. Il y a également, pour des personnes qui ont des régimes particuliers, un ensemble de raisons éthiques, environnementales aussi, qui sont à prendre en compte et qui sont particulièrement représentées chez les plus jeunes. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même voir que la masse des répondants, à peu près 8 enquêtés sur 10, on les décrit dans l'enquête comme étant omnivores, c'est-à-dire mangeant un petit peu près de tout, et flexitariens, c'est-à-dire ayant une capacité à manger de tout, mais de façon, on va dire, tempérée. Donc on essaie de réduire la consommation de poisson, on essaie de réduire la consommation de viande, de faire attention à la provenance des produits. Et donc voilà, on a cet ensemble-là qui représente à peu près 8 enquêtés sur 10. Et il nous reste 2 enquêtés sur 10 qui sont soit végétariens, soit végétaliens. Et donc on voit bien que ça reste quand même une pratique minoritaire, mais dans ce sous-ensemble, effectivement, on a une surreprésentation des jeunes. Ça veut dire que les jeunes, que ce soit les 18-24 ou les 35 pour les flexitariens, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui, chez les jeunes, prend racine du point de vue des pratiques alimentaires. On parlait des sources d'information. Il y a effectivement un petit encart intéressant où vous dites 8 Français sur 10 partagent au moins une opinion erronée sur l'alimentation. Et premier critère, les Français croient en l'efficacité des cures détox. Les Français, de manière générale, ils sont 58% à y croire. Chez les jeunes, donc les 15-24, ils sont 65% à y croire. Selon vous, ça vient de quoi ? Alors, il y a clairement un manque de repères. C'est ça aussi qui est intéressant dans cette enquête. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une aspiration globale à bien manger, mais on ne sait pas où s'informer correctement. On ne sait pas exactement qui, finalement, a une information précise à nous transmettre sur cette question de l'alimentation. Et quand on a imaginé ces questions autour, justement, un petit peu de la familiarité avec les savoirs élémentaires, on va dire, c'est une question intéressante, qui est celle de nos croyances ordinaires sur l'alimentation. On voit que les sources d'information, finalement, sont assez hétérogènes. Il y a à la fois, on va dire, les médecins, les diététiciens auxquels on fait confiance, mais l'entourage aussi joue un rôle très important, au moins aussi important que les diététiciens et les médecins. Et donc forcément, avec des sources aussi disparates, et bien forcément on peut avoir un doute sur la solidité des savoirs qu'on a par rapport à l'alimentation. Et donc c'est vrai qu'on a testé une petite batterie d'une dizaine de questions. On voit qu'à peu près 8 enquêtés sur 10 sont capables d'adhérer à une idée fausse sur le sujet. Mais voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être lucide. C'est-à-dire qu'à la fois il y a une aspiration à bien manger, à connaître un certain nombre de choses sur l'alimentation, mais il y a plein de croyances qui circulent et ça fonctionne un petit peu de façon relationnelle avec l'entourage.
53% des 15-24 ans pensent que les compléments alimentaires compensent une mauvaise alimentation. Ils sont seulement 37% des Français à le penser. Pourtant, on aurait imaginé que les compléments alimentaires, c'était des trucs un peu de nos grands-parents ou même de notre génération, si je peux me permettre. Pourquoi les 15-24 ans sont-ils aussi influencés? C'est quoi, les réseaux sociaux? On vend un maximum sur les réseaux? Oui, je pense qu'il faut ramener ça également, et vous avez raison, aux sources d'information. C'est-à-dire qu'on sait que les jeunes ne s'informent pas de la même manière que les aînés. Donc il y a une hiérarchie des médias qui est clairement différente. Donc sur notre panel, on le voit très, très clairement sur les 18-65, Internet est clairement devant. Ensuite, on voit qu'il y a la télévision, la radio, et ensuite potentiellement l'entourage et la presse. Alors potentiellement, pardon, parce que je l'ai sous les yeux, chez les 15-24, quand même 70%. Oui, non mais ça c'est énormissime. Tout à fait. Et ça c'est le renversement qu'on voit chez les 15-24. Effectivement, l'entourage remonte énormément. C'est-à-dire qu'il y a Internet, ensuite l'entourage, et ensuite les réseaux sociaux qui sont quasiment derrière, et ensuite seulement la radio, et ensuite la presse. Ouais. Donc il y a une hiérarchie qui est complètement différente, et ça c'était clairement, aujourd'hui en tout cas, pour quelqu'un qui souhaite porter un message de santé publique sur les enjeux d'alimentation, puisque c'est aussi ça qui est important. C'est-à-dire il faut pouvoir parler à cette population. C'est-à-dire il faut tenir compte de cette hiérarchie des médias pour parler aux jeunes et parler sur les supports qu'ils utilisent pour s'informer. Oui, alors bon, vous parlez de l'esprit critique, allons-y, puisque c'est quand même le thème effectivement développé par Universcience. C'est la 4e édition quand même chez Universcience. Définir l'esprit critique, c'est vrai que ça dépend en fonction des générations. Est-ce qu'on le définit différemment? Ouais, alors, on n'a pas d'analyse véritablement générationnelle. On n'est pas capable à ce stade de faire des différences, en tout cas au sens fort du terme d'analyse générationnelle. Par contre, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a 3 dimensions qu'on essaie de tester dans ces enquêtes. Il y a une dimension de l'esprit critique qui renvoie tout simplement à notre capacité d'analyse. En gros, c'est-à-dire notre sens de la réflexion, de l'argumentation. Et donc, on teste un petit peu un certain nombre d'items sur l'esprit critique comme réflexion, comme réflexivité. Il y a une deuxième dimension qui renvoie au traitement qu'on fait à notre capacité de tri de l'information. C'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'évaluer ce qui est une bonne et une moins bonne information? Est-ce qu'on va voir un petit peu la source de l'information? Quelle validité on accorde à telle ou telle source? Et puis, il y a une troisième dimension qui renvoie plutôt à une dimension relationnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on est ouvert, en gros, à l'échange avec des opinions contradictoires? Est-ce qu'on partage... Est-ce qu'on est confiant, finalement? Voilà, est-ce qu'on est confiant, mais plus encore, est-ce qu'on accepte de dialoguer? C'est-à-dire, est-ce qu'on va chercher des situations dans lesquelles on va se confronter à des opinions qui sont différentes? Donc, ce qui est fascinant dans ce type d'exercice, c'est qu'on voit qu'il y a majoritairement, on a toujours à peu près 3/4 des répondants qui déclarent avoir une forme d'esprit critique, d'une façon ou d'une autre, donc ce qui est remarquable. Mais bien entendu, tout ça coexiste aussi avec l'idée que nos répondants ont aussi parfois tendance à vouloir parler uniquement avec des gens qui partagent la même opinion qu'eux, par exemple. Ou parfois, ils ont du mal à se défaire d'opinions, y compris s'ils ont l'impression qu'elles ne sont pas très solides. Et oui, c'est très ancré. D'ailleurs, ils sont 16% seulement à avoir la capacité, selon eux, à se méfier de leurs propres intuitions. C'est là où c'est quand même... Oui, voilà. Donc je pense que là, il y a un vrai travail à faire. Et c'est intéressant de réfléchir finalement à pourquoi c'est un intérêt pour l'esprit critique, parce que c'est un élément, c'est la toile de fond en quelque sorte, le niveau de disposition ou d'attitude sur lequel il faut travailler pour venir après ancrer des connaissances ou des informations qui soient solides. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, et je pense qu'Universcience a eu tout à fait raison de lancer ce baromètre, c'est un élément à la fois un petit peu institutionnel de communication, mais c'est aussi une façon de décrire ce qu'est un petit peu l'état de nos contemporains sur la façon dont ils raisonnent, dont ils s'approprient les informations et dont ils s'ouvrent aux autres pour parler de ces informations. Et on voit que c'est un enjeu aujourd'hui particulièrement important. Alors justement, comment développer cet esprit critique, comment se former, si je puis dire? Alors forcément, on pense à l'école. Heureusement, ça revient dans les piliers des sources d'information, enfin en tout cas des piliers de la formation de l'esprit critique. Il y a aussi les sciences, on l'a dit, et heureusement, ça ne change pas. Et puis encore, l'entourage qui revient. Oui. Cet entourage. Oui, l'entourage est particulièrement important, d'autant plus que cette année, on a un panel de 15-24. Et les 15-24 sont encore chez eux, pour une partie importante d'entre eux. Ils sont parfois lycéens, collégiens, et donc le poids familial est un poids qui s'exprime avec tout à fait une forte prégnance. Et donc ce qu'il faut faire, effectivement, on voit bien que qui peut jouer aujourd'hui sur cette dimension d'esprit critique? L'école a un rôle fondamental, c'est évident, et donc le constat qu'on fait, c'est que quelque part l'objectif n'est pas encore tout à fait atteint, donc il y a toute une réflexion à avoir sur la façon de transformer la pédagogie de l'esprit critique, et on voit aussi que l'esprit critique, pour beaucoup des répondants, est d'abord et avant tout associé aux humanités, c'est-à-dire au français, à la philosophie, et pas tant aux sciences
sciences comme la physique, la chimie, la biologie. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez surprenant parce que pour nous qui sommes habitués à la culture scientifique, au contraire, on a l'impression que ces disciplines sont des disciplines par essence critiques, puisque ce sont des disciplines qui mettent à l'épreuve un certain nombre d'hypothèses. Et c'est quelque chose qui ne transparaît pas pour les répondants. Et donc ça doit aussi nous inciter à modifier la façon dont on enseigne les sciences pour bien restituer cette dimension critique. Oui, c'est ça, c'est une question de pédagogie selon vous. C'est ma dernière question, malheureusement on a peu de temps, mais c'est une question de pédagogie. Oui. Il fallait repenser le système aussi. Je pense que il y a certes une dimension pédagogique, c'est-à-dire comment on fait la science, pas simplement transmettre les savoirs, mais transmettre la démarche, transmettre l'esprit qui anime la démarche. Et puis tout ça, c'est du point de vue de l'institution scientifique, mais ça engage également les médiateurs, les journalistes scientifiques qui doivent travailler non pas simplement sur la transmission des résultats de recherche, mais également sur la méthode, sur véritablement l'esprit qui anime cette méthode. Michel Dubois, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Nous parlez donc de ce baromètre de l'esprit critique présenté par Univers Sciences, que vous pouvez évidemment retrouver avec tout un focus sur l'alimentation et donc les sources d'information sur l'alimentation. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On va retrouver Shirley Abdelhaïd pour sa chronique. Elle se répand comme une traînée de poudre, la skinny talk. Derrière ce nom, une tendance préoccupante, Shirley, et surtout dangereuse, qui consiste à faire la promotion de corps ultra minces, excessivement minces, sur le réseau social TikTok. Alors, un paradoxe de voir réapparaître cette tendance aujourd'hui, Shirley, ou pas? On pourrait se dire que oui, quand même, quel rétropédalage, tous ces contenus qui esthétisent à outrance la minceur, le fait d'être mince, skinny en anglais, des contenus qui s'accompagnent en plus de hashtags comme to the bone, jusqu'à l'os, ou bien skinny and proud, donc mince et fière de l'être. C'est assez affolant, comme pour cette internaute, Ina, une internaute allemande. Quel danger aussi de voir ces vidéos qui conseillent de s'affamer pour maigrir en glorifiant le fameux déficit calorique, et qui recommandent aussi des méthodes extrêmes, comme le fait de se remplir l'estomac d'eau ou de thé. C'est le cas de cette tiktokeuse Vanessa. Ces contenus, on le voit, sont produits par des femmes pour des femmes, et puisqu'on est sur TikTok, les premières à les consommer, évidemment, ce sont des adolescentes. Dans cette tendance skinny talk qui nous vient des États-Unis, nombreux sont les messages assassins et culpabilisateurs qui accompagnent ces vidéos. Vous en avez un exemple ici avec l'influenceuse Mary Smith. If I call you fat and you get mad, you're probably fat, so stop eating and go to the gym. En gros, si je te dis que tu es grosse et que tu le prends mal, tu es probablement grosse, alors arrête de manger et va faire du sport. Sympa. On a même ressuscité dans tout ça la fameuse phrase de Kate Moss: rien n'a aussi bon goût que de se sentir maigre, phrase très à la mode dans les années 2000 et ô combien toxique. Oui, c'est ça, on revient des années 2000, on pensait avoir évolué, effectivement, mais pas du tout. Ah oui, c'était quoi cette époque? C'était le culte de la minceur incarné par la top modèle Kate Moss, qu'on a du coup cité. C'était aussi une glamourisation de la taille de guêpe à travers de nombreux contenus de la pop culture. Les exemples sont très très nombreux. On va citer Le diable s'habille en Prada, sorti en 2006 et réalisé par David Frankel, où les personnages féminins travaillent pour un magazine de mode, et pour se rendre à des événements importants dans le milieu, comme les défilés prestigieux, elles se privent de nourriture pour entrer dans leur robe de soirée. Et attention, si elles craquent, ce sera pour un tout petit bout de fromage. On se rend bien compte que si on faisait tout ça, on tomberait dans les pommes. Les années 2000, c'était aussi le mouvement Pro-Ana. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Virginie. D'abord des blogs rédigés par des personnes atteintes d'anorexie mentale qui se confiaient, qui voulaient y trouver du soutien. Et puis ça a basculé en une véritable glorification de l'anorexie. Alors on a un peu évolué depuis quand même. Oui, avec la popularisation du body positive dans les années 2018-2019, et avec lui, on a vu arriver cette nouvelle vision du corps féminin, cette nouvelle manière de célébrer les corps dans leur plus grande pluralité. On s'est attaqué un peu aux standards de beauté, on a questionné les injonctions faites aux femmes, et puis c'est comme ça qu'on a vu des corps très différents sur les publicités. Vous avez là l'exemple de la campagne en 2019 d'une célèbre marque de lingerie qui invitait les femmes à s'assumer sans compromis. On a vu des corps, des visages aussi non retouchés. On a vécu l'avènement des mannequins grande taille. En gros, le body positive, c'est un mouvement de société qui a encouragé les femmes à s'assumer dans toutes leurs imperfections, les vergetures, les bourrelets, et j'en passe. Voilà pourquoi Skinny Talk, au milieu de tout ça, ça fait très retour en arrière.
Oui, retour en arrière, mais enfin à première vue, parce qu'a priori, c'est plus compliqué quand même. Hein. Exactement. Alors déjà, c'est pas la copie à l'identique des précédents mouvements qui ont pu glorifier la minceur. Là, elle fait passer ce qui pourrait favoriser de véritables troubles du comportement alimentaire et des maladies psychiques comme l'anorexie mentale ou la boulimie, comme une tendance de développement personnel. Et puis, elle est un peu plus agressive aussi dans les messages, hein, on l'a entendu. Ensuite, la grossophobie, finalement, n'est jamais partie, n'a jamais disparu. On le voit à travers les commentaires haineux sur les réseaux sociaux à l'encontre des femmes. Et puis ça va de pair, l'idéal du corps féminin semble rester celui de la minceur, d'où le fait que ce ne soit pas si étonnant que ça de voir réapparaître cette tendance skinny talk. La société a du mal avec les rondeurs, le body positive s'essouffle et les top modèles grande taille ne font plus recette. C'est ce que le journal britannique The Guardian a révélé ce mardi en publiant le témoignage de l'américaine Sky Stanley, une mannequin plus size. Après avoir signé de gros contrats avec des pubs et des défilés pendant 4 ans, eh bien, elle a quitté son agence cette année parce qu'elle n'a plus assez de demandes. Selon elle, ce serait en grande partie dû à l'Ozempic. Vous savez ce que c'est, Virginie ? Oui, un médicament pour les diabétiques. Exactement, qui est détourné de son usage. Ça fait effectivement maigrir parce que c'est coupe-faim, mais ça peut créer de graves problèmes de santé. Il y a aussi en cause des médicaments qui traitent de plus en plus l'obésité. Enfin, en tout cas, tout cela fait revenir une norme acceptée du corps et donc, encore une fois, pas si étonnant de voir apparaître cette tendance skinny talk. Alors justement, cette tendance sur TikTok, qu'est-ce qu'il en a aujourd'hui ? Pas de censure du hashtag skinny talk, mais une page dédiée au TCA que l'on voit apparaître dès que l'on fait une recherche du mot-clé skinny talk. Sinon, on le sait, il existe très peu de régulation pour protéger les internautes des contenus à risque. À force d'être consultés, ces contenus sont même encouragés, suggérés de plus en plus à la personne qui consomme TikTok. En cause, l'algorithme, ce qui peut vite enfermer les jeunes dans une bulle de toxicité. Or, cette tendance pose très clairement la question du rôle que joue TikTok dans l'apparition de troubles de l'alimentation, surtout quand on sait qu'en France, 600 000 adolescents et jeunes adultes sont concernés, et davantage les femmes que les hommes. Merci beaucoup, Shirley. Alors, s'il y a des parents qui nous regardent ce soir, n'hésitez pas à parler avec vos ados, à la fois pour les éduquer à l'alimentation et aussi les faire consulter un médecin si besoin, car tout cela est très dangereux, comme vient de le dire Shirley. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme digitale, dont vous faites partie, vous serez présente à l'événement. Et c'est vrai que malgré la médiatisation de certaines figures, et on s'en fait l'écho d'ailleurs dans le cadre de nos focus dans l'école du futur régulièrement, malgré ça, les femmes restent encore trop souvent et trop largement sous-représentées, notamment dans le domaine de la tech, de l'intelligence artificielle, tant les profils techniques aujourd'hui sont pourtant nécessaires, mais encore trop absents dans ce genre-là. Fort de votre expérience, Céline, et de votre parcours aujourd'hui, quels sont les obstacles spécifiques que vous avez pu observer ou auxquels vous avez été confrontés et sur lesquels vous avez pu prendre du recul aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui en Europe, on a 22% de femmes dans le secteur de l'IA selon les chiffres de l'UNESCO. C'est pas assez. Et moi, je suis persuadée que l'innovation vient de la diversité. Et je le vois d'ailleurs dans mon parcours en voyant que j'ai pu mélanger différents milieux. Donc pour moi, c'est vraiment primordial qu'on encourage des femmes à se lancer dans des secteurs où il n'y a pas assez de femmes aujourd'hui. Ouais. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a différents types de problèmes, donc je dirais à la fois culturels, mais aussi structurels, dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans d'autres secteurs aujourd'hui. Et ça commence très tôt. En fait, ça commence dès l'éducation. Donc moi, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai eu cette passion des maths. Mais j'ai observé souvent des jeunes filles qui n'ont peut-être pas vu de femmes autour d'elles dans ces secteurs-là et qui en fait se mettent des barrières dès l'enfance en se disant non, les maths c'est pas pour moi, non, c'est pas mon truc. Et en fait, c'est ces biais-là qu'on doit changer dès l'enfance. Et ça, à mon sens, ça passe par la représentation. Donc, voir des femmes qui sont dans le secteur de la tech, voir des femmes qui aiment les maths, qui en parlent et qui sont prêtes à aider, mentorer, pourquoi pas des femmes, des jeunes filles plutôt déjà, dès l'enfance.
Et structurellement, c'est vrai que quand, par exemple, j'ai pitché mon entreprise, j'ai souvent eu, ou bien quand j'étais dans des réunions sur l'intelligence artificielle, ça m'est souvent arrivé d'être la seule femme. Ouais. Et donc, c'est sûr que c'est pas évident. C'est difficile à porter aussi, j'imagine. Oui, ça peut être difficile à porter et on se pose la question de sa légitimité. Bien sûr. C'est plus dur de prendre position, de partager son point de vue et de faire une place alors qu'on a totalement notre place dans ce secteur-là. Compétences du XXIe siècle, quelles sont-elles? En quoi sont-elles différentes des compétences du XXe siècle? Bon, il y a plein de définitions qui existent. Moi, j'ai essayé dans mon livre de faire un peu un compilé de tout ce qui existe et de sortir, je dirais, l'essence des différentes définitions. Donc, si on veut rester très, très simple, c'est des compétences qui nous aident à rester adaptables dans un monde qui change. Et puis, moi, je vais dans la direction aussi, en fait, qui nous aide à bien vivre ensemble sur cette planète. Ça passe notamment par le fait d'accéder à l'esprit critique, à la pensée systémique. Penser pourquoi le système actuel ne permet pas suffisamment d'y accéder? Quel système? Alors, je pense aux Français, en l'occurrence, mais au système éducatif. Alors, on va dire un système dominant, un système plutôt magistral, qui est quand même dominant dans un certain nombre de pays, où on engrange des connaissances plutôt que de faire des choses. Je dirais pour justement développer, prenons l'esprit critique, il faut avoir confiance et puis laisser faire les élèves aussi. Et ça, en France, j'observe, moi je viens de Suisse alémanique avec mon petit accent, donc j'ai vécu une autre école et puis une autre manière d'enseigner et puis d'apprendre. En France, on a de la difficulté avec le lâcher-prise, j'ai l'impression. On fait peu confiance aux élèves. L'enseignant, il pense, il doit aussi toujours, en fait, tenir le savoir, être celui qui sait et qui transmet. Malgré que pour développer des compétences comme la coopération, l'esprit critique, la communication aussi notamment, donc il faut laisser un peu de liberté et il faut laisser questionner les enfants aussi, remettre en question. Et ça, c'est délicat. Autre chose qui est très importante, c'est apprendre de ses erreurs. Donc je pense que la France elle devrait changer sa culture par rapport à l'erreur, c'est-à-dire l'erreur voir comme quelque chose qui nous aide à grandir en fait, et puis à apprendre et à s'adapter. Il y a des besoins croissants en termes d'accompagnement, il y a des besoins croissants aussi et un chiffre croissant en termes de jeunes qui sont vulnérables, qui viennent justement à l'EPID. Tout à fait, des vulnérabilités qui se sont particulièrement accrues ces dernières années et qui plus est en période de post-Covid, mais aussi parce que l'EPID, depuis quasiment 3 ans, a élargi aussi la possibilité d'accueillir certains jeunes. Par exemple, vous le soulignez, aujourd'hui nous accompagnons des jeunes mineurs, donc à partir de 17 ans, mais également des jeunes en errance. Parce qu'il me semblait, pardon de vous couper, il me semblait qu'il y a 2 ans, c'était à partir de fallait être majeur, non? C'était à partir de 18 ans. Il fallait être majeur. Ça a évolué. Tout à fait, il fallait être majeur, donc 18 ans. Aujourd'hui, c'est effectivement dès 17 ans, toujours jusqu'à 25 ans. Nos jeunes peuvent rester jusqu'à 24 mois, mais globalement, la moyenne d'un parcours d'un jeune aujourd'hui à l'EPID est de 9 mois. Vous êtes également engagé au sein de l'Observatoire de l'intelligence artificielle, qui porte notamment sur les questions de souveraineté, de chaîne de valeur de l'intelligence artificielle en Europe. C'est quoi les enjeux clés aujourd'hui en Europe pour que justement notre continent ne se laisse pas distancer dans ce domaine ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai rejoint l'Observatoire de l'intelligence artificielle et on travaille notamment sur ces sujets de souveraineté et de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, on a différents niveaux. Donc, on a les applications qui vont être ChatGPT ou bien toutes les applications qu'on va utiliser, mais en fait, ça remonte jusqu'aux matières premières et aux data centers et finalement même toutes les datas qu'on va utiliser et le hardware, tout ça. En fait, sur chacun des maillons de la chaîne, il faut savoir que les différents pays sont plus ou moins bien positionnés sur cette chaîne de valeur. Donc, c'est encore une fois une question d'équilibre. En tant que France et en tant qu'Europe, je pense qu'il faut vraiment combiner, donc développer les initiatives locales, notamment l'innovation dans les startups, mais aussi au sein des entreprises existantes depuis plus de temps, pour s'assurer qu'on prenne le virage de l'IA
et qu'on continue à le prendre pour certaines initiatives déjà installées et qu'on s'intègre dans cette chaîne de valeur internationale parce que c'est pas seulement en France ou en Europe, mais on est obligé de collaborer avec différents pays. Donc ça va être aussi trouver les bons partenariats, comme par exemple avec l'Inde. On a vu que c'est stratégique pour l'Europe et pour la France de travailler avec l'Inde, mais aussi d'autres pays. Mais alors vous cherchez aussi du côté, j'ai découvert ce mot en vous lisant, la salutogénèse. Tout à fait. Donc, et vous citez un monsieur Antonovsky qui vous a théorisé. C'est quoi la salutogénèse? Dans mes études de psychologie, c'était, je crois, mon domaine préféré. Donc, je me suis spécialisée sur la promotion de la santé. Et là, on parle beaucoup de la salutogénèse, si je dis bien en français. Parfaitement. Donc, en fait, c'est un peu, je dirais, dans le modèle médicinal actuel, on se base plutôt sur la pathogénèse. C'est-à-dire, on se demande la question d'où vient la maladie, comment elle peut être guérie ou comment elle peut être évitée en amont. Donc, il y a une notion de prévention qui est très forte, en gros. Tout à fait. Vous dites c'est aussi important de renforcer ce qui nous permet de rester en bonne forme, et donc là, en l'espèce, en bonne forme psychique ou apprendre correctement. Et puis la salutogénèse se demande la question d'où vient la santé et puis comment elle peut être préservée. Donc, on cherche des solutions pour, en fait, se tenir en bonne santé, même si les situations où les environnements sont très très difficiles. Je vous empruntais cette phrase en introduction de l'émission, comment cultiver un corps sain et un esprit content. Le corps sain, il faut dire qu'avec votre système, on a forcément le corps sain parce que c'est très sportif. Quand on est dehors, alors, je dirais pour parce que vous dites qu'il faut sortir par tous les temps, toutes saisons. Vous dites qu'il faut choisir des terrains variés, stimulants. Tout à fait. Obstacles naturels, arbres, pentes. Exactement. Alors on bouge le corps, on est dehors à l'air frais, on a plus d'oxygène que dans une salle de classe. C'est vrai. Donc déjà là, on fait quelque chose pour le corps. On travaille aussi toutes nos capacités corporelles. Après, on peut aller plus loin. Ça, c'est clair. On peut aussi faire des parcours sportifs en extérieur si on va vraiment travailler plutôt ce domaine-là. Et puis, après, la santé psychique, c'est encore autre chose. Mais le dehors, notamment la nature et pour beaucoup de gens aussi les arbres, ça nous aide aussi à rester en bonne santé psychique. On a la peur de ressortir aussi parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, c'est cadré. On vit ensemble, on met l'uniforme, on y va ensemble et après on se retrouve peut-être un petit peu de nouveau en solo. Ouais, il y a un petit pincement, c'est vrai, quand on les voit partir, quand ils partent en positif. C'est beau protéger. Voilà, il y a une cérémonie des couleurs tous les vendredis et puis donc les volontaires font un petit discours quand ils sont mis à l'honneur parce qu'ils s'en vont. C'est quoi la cérémonie des couleurs du coup? Cérémonie des couleurs. Je ne savais pas ça, on m'avait pas dit il y a 2 ans ça, la cérémonie des couleurs alors. Et pourtant ça existait il y a 2 ans. La cérémonie des couleurs c'est un fondamental de l'EPID, ça nous permet de nous mettre tous sous le drapeau. La levée du drapeau le vendredi matin, on chante ensemble la Marseillaise. C'est un volontaire qui donne le ton, donc c'est lui qui va lancer la chanson, quoi. Et puis on va tous reprendre, chanter la Marseillaise ensemble. Et puis voilà, donc il y a les valeurs de la République. C'est quand même important de prendre ce temps-là officiel, cérémonieux. Et donc on en profite à ce moment-là pour mettre à l'honneur les volontaires qui sortent en positif. Et puis, souvent, il y a un petit discours. Et souvent, le discours, il est pour les cadres, parce qu'il remercie les cadres, mais aussi pour les autres volontaires, pour leur dire « accrochez-vous ». On peut y arriver, accrochez-vous. Regardez, il y a des anciens qui reviennent à la maison? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'anciens qui reviennent, ils sont très contents de revenir. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir été avec nous. On vous retrouve prochainement sur le Grand JT. Merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation aujourd'hui, Xavier Sanchez, le son Saïd Mamou, le maquillage Emma Razafandra Lambeau et Laura Gira et Emma Ferret. À la rédaction, très belle soirée à tous. À demain. Ciao.